Androni, capitale des Comores, une ancienne colonie française dans l'océan Indien, l'un des pays les plus pauvres au monde. Situé entre Madagascar et la côte africaine, cet archipel de 4 îles, Grande Comore, Anjouan, Moélie et Mayotte, barre le canal du Mozambique, un lieu stratégique pour le trafic maritime. Un archipel marqué par la figure d'un homme à la réputation sulfureuse, Bob Denard, un mercenaire français. Au milieu des années 70, il va s'imposer comme la figure incontournable du pays et le marquer de son empreinte. On parle des Comores, on pense tout de suite à Bob Denard. Pour lui, je pense que c'est une des meilleures périodes de sa vie. Prince d'une île dont il aurait voulu être le roi, quelque part. Mais un roi qui laissera le souvenir d'un règne aux multiples zones d'ombre. Où sont les marques laissées par Bob Denard? Il n'y a rien. Rien n'est resté. Ancien militaire français, Bob Denard se met à son propre compte au début des années 60. Il joue alors les mercenaires partout où on a recours à ses services. Katanga, Yémen, Gabon. Le colonel, comme on l'appelle, enchaîne opérations coup de poing et missions de déstabilisation au service de la France. Sa première mission aux Comores remonte à l'année 1975. Ce sera pour lui le début d'une histoire fusionnelle entre un homme et des îles qu'il considère comme un paradis. J'ai l'intention de m'établir définitivement ici en tant que Comorien à part entière. Coup de foudre pour les Comores, mais aussi coup d'État à répétition. Car Denard est avant tout un aventurier. Un aventurier qui va marquer l'histoire de l'archipel au parfum. Il va façonner les institutions militaires et économiques du pays, faire et défaire les présidents, jusqu'à être considéré comme le sultan blanc des Comores. Nous sommes en 1974. Depuis 2 ans, les Comores négocient avec la France leur indépendance. Entre Olivier Stirn, secrétaire d'État au Dom-Tom, chargé du dossier, et Ahmed Abdallah, qui dirige les Comores, les discussions sont houleuses. Vers la fin de l'année, un référendum est organisé. 3 îles se prononcent pour leur autonomie. Mais avant même que les votes ne soient validés par Paris, le président Abdallah proclame l'indépendance de l'archipel. Pour la France, cette proclamation soudaine, décidée par Abdallah, est un véritable camouflet. L'indépendance aux Comores a été perçue par les autorités françaises comme étant une gifle. Et il fallait un petit peu corriger ce petit peuple, ce petit pays qui s'est permis de braver la grande France. Seulement voilà, Mayotte est la seule à avoir voté contre l'indépendance. Elle veut rester française. Mais pour Ahmed Abdallah, cette île est comorienne et doit le rester. Une prise de position qui ne plaît pas à la France. Curieusement, 1 mois après l'indépendance, Ahmed Abdallah est renversé. L'auteur du coup d'État est un certain Ali Swahili. Il a 38 ans. C'est un jeune progressiste, un électron libre qui n'était pas apparu jusque-là dans le jeu politique comorien. Sa vision de l'archipel se résume à un slogan: révolution et réforme agraire. Vive les Comores libres et unis et vive la révolution! La révolution culturelle de Swahili est en marche. Une société nouvelle doit émerger. Mais pour asseoir son pouvoir, il doit évincer définitivement le président Abdallah, qui a trouvé refuge dans son fief de l'île d'Anjouan. Pour cela, il a besoin d'un allié. La solution va venir d'Yves Lebray, le fondateur de la compagnie Air Comores. C'est un proche de Swahili. Lebray s'engage à trouver les hommes de main pour se débarrasser d'Abdallah. Et pour cela, il se rend à Genève, en Suisse. L'intermédiaire qui va permettre de trouver des affreux qui n'ont pas froid aux yeux, c'est un certain George Starkman, un marchand d'armes qui a baroudé partout en Afrique. Il connaît bien Denard. Je rencontre un ami qui était directeur de la banque de dépôt. Et on parle, on échange quelques mots, et il me dit « Ah, j'ai des problèmes avec un de mes clients qui est aux Comores, monsieur Lebray, Yves Lebray,
qu'à la compagnie aérienne des Comores. Est-ce qu'il y a, on peut pas trouver une solution? Quelle solution? Il n'y a pas. Oui, il faudrait quelqu'un qui puisse là-bas venir mettre de l'ordre. Je dis, moi, je sais pas, moi j'ai un copain, je vais lui en parler, en pensant à Denard. J'ai parlé à Denard, ça l'intéressait parce qu'il avait rien à faire à l'époque. Ils se sont mis d'accord. Lebray a mis à disposition un peu d'argent et Denard a monté son opération, qui était une opération minimum. Quand le colonel Denard s'envole pour les Comores, il embarque 300 fusils automatiques qu'il décharge dans l'aéroport de Moroni, surveillé par la gendarmerie mobile française, qui ferme les yeux. Sur place, Denard recrute 200 Comoriens fidèles à Swahili. Avec 7 de ses hommes venus le rejoindre, ils entraînent une troupe débraillée et disparate. Une véritable cour des miracles, dira Denard. Quinze jours plus tard, le 20 septembre, il lance l'opération sur Anjouan. Ce sera une opération aéroportée, a décidé Denard. Comme Lebray avait des avions, ici, il avait la compagnie aérienne des Comores. Ils ont débarqué en juin, ils ont enlevé Abdallah. En quelques heures, Denard et ses hommes se rendent maîtres de l'île d'Anjouan. L'opération est une réussite. Abdallah est fait prisonnier, il s'exile en France. Denard découvre alors les charmes d'Anjouan. Il entrevoit déjà les possibilités offertes par les Comores, lui qui rêve depuis toujours d'une base arrière. Conforté par Denard, Ali Swahili est le nouvel homme fort du pays. Fidèle à son programme, il s'appuie sur les masses populaires pour se débarrasser de la bourgeoisie. Pour mener à bien sa réforme agraire, l'ensemble des Comoriens est appelé au champ. Mais très vite, Bob Denard et la France s'inquiètent de la mise en place de la politique révolutionnaire de Swahili et de ses dérives marxistes. Au fur et à mesure de notre présence ici, on a vu que l'orientation politique changeait et qu'elle était contraire à nos convictions de toujours. Et alors nous nous sommes retirés. La rupture avec Ali Swahili consommée, Denard quitte les Comores en promettant de revenir. Quelques mois plus tard, en février 1977 à Paris, Ahmed Abdallah reprend contact avec celui qu'il a destitué il y a 2 ans à peine. Il lui demande de le remettre au pouvoir. Denard accepte, sans état d'âme. Il va même jusqu'à participer au financement de l'opération. Au port de Lorient, Denard achète un chalutier désarmé de 75 mètres, le Cap Fanier, rebaptisé Antinéa. Après 1 mois de travaux, le navire est prêt à prendre la mer. L'opération Atlantide est lancée. Pour cette mission, Denard recrute 50 mercenaires issus pour la plupart des réseaux de l'extrême droite. Des mercenaires surveillés de près par la France. Car selon le colonel, cette mission a été validée par les services secrets. C'est sûr que le coup d'État de 78, c'est avalisé par la haute hiérarchie de la DGSE. Pas forcément le patron de la DGSE, mais la haute hiérarchie de la DGSE, le service action, ça fait aucun doute. Ancien directeur général des services secrets français, la DGSE, Claude Zilberzan admet du bout des lèvres des contacts avec Denard. Si vous voulez, au fond, un service comme la DGSE, vis-à-vis de Bob Denard, elle le regarde faire. Un type comme ça, il est totalement libre. Il ne faut pas qu'à un moment donné, un homme comme Denard dise « je traite avec le directeur général des services », vous comprenez? Jamais il peut dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas des gens du service. Une chose est sûre, l'opération est menée de main de maître. Mars 78, l'Antinéa quitte l'Orient. Il va contourner l'Afrique pour rejoindre les Comores, sous couvert d'une mission scientifique. Nous avions créé une société d'offshore. Nous avons créé une société offshore de recherche sismique et géophysique. Et nous devions aller en terre de feu. C'est une opération que nous avons faite en partant de l'Orient avec 50 hommes pour être passés aux Canaries
Au lieu de tourner à droite, on a tourné à gauche. Et nous avons doublé le cap de Bonne-Espérance pour arriver aux Comores le matin du 13 mai. Après 23 jours de mer, Moroni est en vue. L'objectif, la plage d'Itsandra. L'opération est lancée dans la nuit du 13 mai. Bob Denard est à la manœuvre. À bord de pneumatiques, les commandos débarquent. 50 hommes armés investissent la ville. Nous avons réussi, en 4 heures de temps, nous avons rendu maître de la capitale et fait prisonnier le président, fait prisonnier tout le monde. Ali Swahili, celui que Denard avait aidé à mettre en place, sera tué quelques semaines plus tard, lors d'une tentative d'évasion. Certains y voient la main du colonel. Le chapitre révolutionnaire se referme sur les Comores. Swahili laisse un pays exsangue, ruiné et isolé sur la scène internationale. Tout est à reconstruire. Il faut repartir de zéro. À son retour d'exil, c'est en héros qu'Ahmed Abdallah est accueilli. Les rues de Moroni exultent au passage du nouveau président. Les mercenaires sont célébrés comme des libérateurs. Bob Denard est acclamé par une foule en liesse. Il a 50 ans. Il vient de trouver le pays où poser son barda. Pour Ahmed Abdallah, c'est le début d'un long règne qui va durer 12 ans. Une période durant laquelle il va devoir composer avec Denard et ses mercenaires. L'accueil de la population que j'ai libérée ont fait que si je voulais rester dans l'ombre au départ, je ne peux plus le faire maintenant parce qu'il y a trop de chaleur humaine, ça devient un problème sentimental et j'ai l'intention de m'établir définitivement ici en tant que Comorien à part entière. Bob Denard, à ce moment-là, voulait en tout cas faire des Comores une sorte de paradis de l'océan Indien. Rêve d'un homme qui est en fin de carrière et qui, finalement, veut couronner cette carrière par une implantation dans une île dont il sera, en quelque sorte, peut-être pas le prince ou le roi, mais au moins celui qui va l'aider à aller vers l'avant. Là, il n'était plus vraiment mercenaire. Il était le conseiller du président Abdallah et, comme conseiller du président Abdallah, celui qui voulait faire des Comores vraiment une place forte de l'océan Indien. Il avait une vieille idée depuis déjà quelques années, c'était de créer une base arrière pour ses opérations. Donc il avait cette idée de trouver une base fixe à partir de laquelle il puisse installer ses troupes, entre guillemets, et puis projeter de nouvelles opérations pour ses commanditaires. Et il s'est avéré que ses intérêts, ou cette idée ou ce projet qu'il avait, ont coïncidé avec le désir du président Abdallah de s'entourer de gens sur lesquels il puisse compter et qui pouvaient le protéger eux aussi de façon durable. Donc il y a eu une conjonction de deux volontés, et ça a bien fonctionné puisque le président Abdallah, après avoir été remis au pouvoir finalement, a accepté qu'il y ait une création d'une garde présidentielle formée de Comoriens et encadrée par des cadres francophones, disons. Bob Denard commence à recruter. Il veut faire de la garde présidentielle, la GP, une troupe d'élite chargée de protéger le président Abdallah et assurer la stabilité du pays. Reste à financer ce corps d'armée. La France n'est pas disposée à entretenir une garde prétorienne noire encadrée par des mercenaires blancs. Denard doit trouver de nouveaux partenaires financiers. Et qui paye ça? C'est l'Afrique du Sud toute seule. Alors l'Afrique du Sud qui le fait pour des raisons propres, c'est-à-dire une part, on a déterminé à l'époque que le salaire des mercenaires français était financé à la fois par les services secrets militaires sud-africains à 75% et à 25% par le ministère des Affaires étrangères. À l'époque, c'était Pic Botha qui était ministre. Alors, bon, les raisons, chacun a ses propres raisons dans cette affaire-là. L'Afrique du Sud, qui pratique un régime d'apartheid, est soumis à un embargo international. Les Comores vont lui permettre de le contourner. L'archipel occupe également une position stratégique au large du Mozambique, un pays dirigé par un gouvernement marxiste auquel les Sud-Africains mènent une lutte sans merci. Les Sud-Africains ont vu quel était leur intérêt de disposer
je dirais, d'une plateforme amie dans l'océan Indien. Donc le deal a été assez rapidement agréé. D'un côté, les Sud-Africains finançaient et équipaient la garde présidentielle. En retour, Bob Denard et la garde présidentielle allaient donner certaines facilités aux Sud-Africains. Pour les pro-apartheid, Denard et ses hommes, qui ne cachent pas leur sympathie pour les idéaux d'extrême droite, sont des alliés rêvés. L'un des principaux lieutenants de Denard, François-Xavier Sidos, commandait l'une des 3 compagnies de combat de la garde présidentielle. Il était chargé de la formation des sous-officiers comoriens. L'équipement venait pour une part d'Afrique du Sud, beaucoup d'armements récupérés en Angola par exemple. Ce qu'il faut savoir que c'est l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud et la France avaient, disons, négocié de façon à ce que l'Afrique du Sud prenne en charge du fonctionnement de la garde présidentielle. Et les Sud-Africains avaient installé une station d'écoute en Grande Comore. La France avait laissé faire l'Afrique du Sud en échange, pour schématiser, pour simplifier, en échange du financement de la garde présidentielle. L'argent sud-africain coule à flot et bientôt les effectifs de la garde présidentielle atteignent 500 hommes, encadrés par une quarantaine d'instructeurs européens qui en font une armée redoutable. Une des caractéristiques de la garde présidentielle, c'est qu'elle avait un niveau opérationnel tout à fait comparable à celui d'un régiment parachutiste français. Elle a formé un encadrement de sous-officiers puis d'officiers performants, avec un niveau réel intéressant. Et ça en faisait une unité militaire vraiment performante. Ibrahim Papa a fait partie de ces sous-officiers comoriens formés par Denard. Chef de groupe au sein de la première compagnie, il a passé 20 ans au sein de la garde présidentielle. Il a très bien connu Bob Denard et ses adjoints. C'est les 3 chefs. C'est l'adjoint de Denard, c'est le chef opérationnel militaire, Hoffman, capitaine Jean-Pierre, c'est le 3e bureau, c'est le Denard. Je suis fier que je suis un soldat de Bob Denard. Spécialisé dans les armes lourdes, Ibrahim Papa a gravi tous les échelons de la GP au cours de sa carrière, jusqu'à en devenir un soldat d'élite et un sous-officier respecté. Le diplôme, c'est le diplôme que j'ai reçu le moment qu'on était parti pour spécialiser les armes lourdes. J'ai eu le diplôme comme quoi j'ai reçu l'examen des mortiers tactiques et techniques. Ibrahim tient à nous montrer l'endroit où il a manœuvré et où il s'est entraîné avec sa compagnie pendant des années sur les hauteurs de Moroni, en pleine montagne, à l'abri des regards indiscrets. Ici, on fait des combats, on fait des embuscades, surtout sur la route, route qui était vraiment beau pour faire des embuscades en cas de guerre, de nous montrer les dangers dans une piste. Ça m'appelle beaucoup de choses. Et je pense le moment qu'on était ici pour faire le combat, pour faire les manœuvres, pour cacher et tout là. Ça me donne beaucoup de souvenirs. À la tête de la garde présidentielle, Bob Denard a réussi à s'imposer comme l'acteur central du jeu politique comorien. Il est le garant de la stabilité du pays et de la sécurité du président. Mais Denard a d'autres projets pour son pays d'adoption. Pour les accomplir, il troque l'uniforme pour le costume d'homme d'affaires et multiplie les séjours en Afrique du Sud en quête de financement. Le mercenaire se fait entrepreneur. Les Comores, pour lui, ont été d'emblée le lieu où il voulait construire quelque chose. Il m'a toujours dit finalement que les Comores avaient été le lieu où le mercenaire devait également se faire fermier, devait également construire, devait également penser aux habitants. Autrement dit, il y avait là une nouvelle dimension du mercenariat pour lui. Et cette garde présidentielle serait le groupe qui montrerait la voie de ce qu'il fallait faire pour les Comores. C'est ainsi qu'il a fait une ferme modèle, c'est ainsi qu'il aurait vraiment voulu
devenir une sorte de gentleman farmer, en abandonnant les vieilles traditions du mercenariat. La force tranquille militaire, on va dire, est utilisée principalement pour assurer un certain nombre de missions de développement, mais de vrai développement. Un de ces axes d'effort, c'est la mise en place de la ferme pilote de Sangani. Les compagnies de la garde présidentielle se relayent tout là-haut, sur la montagne, pour creuser et construire un impluvium, parce que la Grande Comore est une île volcanique, il n'y a pas de cours d'eau, donc il faut recueillir l'eau de pluie. Ça veut dire un impluvium pour pouvoir irriguer les cultures, des constructions, la mise en place de systèmes de culture, d'élevage, voilà. Et la ferme de Sangani devient une ferme pilote qui fonctionne et qui prouve à tout le monde qu'il est possible de faire quelque chose pour donner une certaine autosuffisance alimentaire aux Comores. Mohamed Saïd a été l'un des contremaîtres embauchés à la ferme de Sangani. Bonjour, Monsieur le Président. Il en a assuré le fonctionnement et le développement pendant une dizaine d'années. Formé par les ingénieurs sud-africains dépêchés à Moroni, Mohamed a vu les millions affluer et le rêve de Denard prendre forme. Avant 1980, la ferme de Sangani, on peut dire que ce n'est pas un morceau de terre comorienne. On peut dire que c'est peut-être un morceau qui vient de l'extérieur. Parce que tout est mécanisé. J'ai planté la pomme de terre mécaniquement, j'ai récolté mécaniquement, j'ai planté les maïs mécaniquement, j'ai récolté mécaniquement, tout est mécanique. En quelques mois, Bob Denard fait de cette exploitation de 500 hectares une ferme ultra-moderne qui emploie 300 personnes. Sur les marchés de Moroni commencent à apparaître les produits de la ferme de Sangani. Les Comores connaissent un embryon de développement économique et bientôt des hôtels apparaissent dans l'archipel. Son rôle à l'époque est de construire et de mener à bien des projets de développement. C'est ainsi que sont construits des hôtels, principalement deux, sur la côte à proximité de la capitale, à proximité de Moroni, Itsandra, et au nord à Galawa, qui sont des complexes hôteliers qui vont permettre de développer le tourisme. Au nord de l'île, à 30 km de Moroni, à Mitsamiouli, au bord d'une plage de sable blanc, l'hôtel Galawa voit le jour. Un immense complexe hôtelier de luxe de 250 chambres accueille désormais les vacanciers sud-africains. Toute une économie liée au tourisme apparaît. Nixon est l'un des guides de l'hôtel. Comme lui, 200 personnes des villages environnants travaillent au Galawa. En face de l'hôtel, la maison de Denard, l'une des mieux situées de la région, avec une vue imprenable sur les plages du Galawa. C'est à cause de Bob Denard qu'il avait l'hôtel Galawa. Lui, quand il venait ici, peut-être il a vu comme la plage était déserte et tout, il n'y avait rien. Il a inspiré que bon, il fallait que je construise quelque chose, que je fasse quelque chose à cette plage. Il ne restait pas toute vide. Et c'est là qu'il a eu les idées de venir construire le Galawa. Je veux dire merci à Bob Denard parce qu'à cause de lui, on avait le Galawa. Et après le Galawa, on a fait beaucoup de connaissances des gens de l'extérieur, des Sud-Africains, des Allemands, des Américains. Et il y avait le pêcheur qui amenait leur barque comme ça, qui descend à la plage et qui puisse amener le touriste, faire une petite balade en mer, partir faire une petite croisière, nager avec le dauphin, faire un coucher de soleil. Quand il a fait le Galawa, je veux dire, on vivait bien. Pour Bob Denard, cette époque est certainement la meilleure de sa nouvelle vie comorienne. Il participe à la vie locale et se fond parmi la population. Il se convertit même à l'islam, la religion dominante aux Comores, adopte le nom de Mustapha Mahadjou et épouse une Comorienne. En tout cas, lui, il était gentil avec nous. Il vient avec les gens. Quand les gens lui voient, lui salue, il s'arrête, il salue les gens. Il n'était pas méchant. Monsieur Bob Denard, bonjour, monsieur, ça va, coquillage, combien, voilà. 5 francs, il donne. Même s'il n'a pas besoin de coquillage, mais il le faisait ça pour nous faire plaisir. Et puis, il aide surtout les enfants à l'école. Il ramène des cahiers, des stylos, les rentrées scolaires. Ici, Mustapha Mahadjou a enfin trouvé la paix. Homme d'affaires prospère plutôt que mercenaire.
C'est la période dorée. C'est formidable quand même pour un mercenaire. Vraiment, c'est la belle vie, quoi. C'est l'image du corsaire. C'est ce qui a donné cette illusion que ces mercenaires étaient des corsaires au grand cœur et que, bon, voilà, ils y allaient non pas pour le côté sombre de l'affaire, mais pour le côté doré, le soleil, et puis l'argent coule suffisamment à flot. Mais cette période dorée ne va pas durer. La réussite de Denard dérange. Ses détracteurs dénoncent sa mainmise économique, politique et militaire sur le pays. La population qui jusque-là s'était accommodée de sa présence et de celle de ses mercenaires commence à réclamer son départ. La contestation monte, la révolte gronde. Le mal est fait, c'est-à-dire qu'ils deviennent impopulaires. De plus en plus, ils prennent du pouvoir, de plus en plus, ils sont apparents, de plus en plus, ils s'affichent. C'est-à-dire qu'y compris dans la deuxième phase, Denard s'installe, est présent en permanence là-bas. Ils font des réceptions, ils prennent des femmes locales pour certains d'entre eux. Ils commencent à avoir un sentiment de toute puissance alors qu'au début ils étaient extrêmement discrets et ont une accumulation d'incidents. Le type qui se fait rabrouer dans un match de football, il casse la gueule au truc autour ou qui est mal servi dans un restaurant, la GP des boules. Enfin, des choses qui finissent par vraiment exaspérer à la fois la population locale et la classe politique locale. Ce mercenariat avait des responsabilités militaires, mais aussi économique. Et après, on s'est rendu compte qu'ils dépassaient les instructions, leurs prérogatives. La sonnette d'alarme est venue des Comores même, où ils ont demandé assistance à la France. C'est la France qui a envoyé Bob Denard ici. Donc ils ont demandé à la France de faire soit calmer Bob Denard, ses appétits, soit de le faire partir. Malheureusement, ça n'a pas été entendu et ça s'est passé autrement. Mars 1985, coup de tonnerre à Moroni. Une tentative de mutinerie éclate au sein de la GP. Des soldats comoriens de la garde présidentielle se rebellent contre leurs officiers. La répression est féroce. Une dizaine de mutins est jetée en prison. L'avertissement est sérieux, la puissance de la GP est ébranlée. Le pouvoir de Denard est en train de vaciller. Hassani Adili se souvient de cette période charnière du milieu des années 80. Il explique les raisons de la montée du mécontentement et de la fracture avec la population. Le mercenariat avec les Comoriens, ça a conduit à deux mondes parallèles. Hein? Il y avait les Comoriens d'un côté et les mercenaires de l'autre. Des mercenaires qui avaient tout et des Comoriens qui étaient pauvres. Simplement, il n'y avait pas de lien. C'était des gens qui se sont fabriqués une loi à eux. Eux, ils avaient tout, nous, on n'avait rien. Ils avaient le pouvoir, on ne l'avait pas. Hein? On ne pourrait même pas oser, dès qu'ils rentrent, même par exemple, soi-disant pour un effet banal, s'ils rentrent dans une boutique, il fallait s'écarter pour qu'on les laisse se servir d'abord. Cela ne veut pas dire que c'était pas du tout bien. Eux, ils étaient armés, nous, on n'était pas armés. Donc on était complètement, disons, livrés à nous-mêmes, parce que c'était eux la loi, et on ne pourrait plus rien faire. Donc notre pays a régressé. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? L'État lui-même, à ma connaissance, d'après ce que je voyais, n'avait aucun pouvoir sur eux. Il y avait l'État d'un côté, les citoyens de l'autre, et puis les mercenaires d'un troisième côté. Des rumeurs d'exactions et de torture commencent à courir. Le divorce entre les Comoriens et les mercenaires est consommé. C'est à cette époque qu'Ali, le frère d'Hassani, est tué dans des circonstances troubles. Il avait 24 ans. Un petit frère qu'on a perdu brusquement, brutalement et brusquement, parce qu'il a dû être chopé par les mercenaires. C'était vraiment un lynchage, parce que c'était pas, je dirais même pas, ils se sont affolés sur le corps de mon petit frère. Hein. Ils l'ont criblé des balles de la tête aux pieds, mais simplement pas ça, mais avec des traces vraiment des traces de torture. Mon vrai problème, c'est quoi? C'est que jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait le deuil. Parce que comment aurais-je pu faire le deuil dans un pays où des actes abominables comme ça ont été perpétrés et que même le pays n'a même pas jugé? Je vis avec des gens qui m'ont fait du mal,
qui ont fait du mal à un frère dont je ne le connais pas, je ne le connais pas. Le visage, que je risque de les aborder, d'être avec eux, sans les connaître. Donc, ça me fait mal, ça me fait mal. À Moroni, les témoignages comme celui d'Hassani se multiplient. Ils commencent à inquiéter les pays qui soutiennent Denard. Surtout les Sud-Africains, engagés dans des pourparlers pour mettre fin au régime d'apartheid. Dans cette quête de respectabilité, l'attitude de l'AGP commence à faire tâche. On commence à avoir des déclarations des diplomates sud-africains critiquant le comportement de la garde présidentielle aux Comores, ce qu'on n'avait pas avant. Les mercenaires, ça commence à faire véritablement moche dans le paysage. Si ce modèle de coopération tourne en eau de boudin, parce que les mercenaires qui le financent commencent à faire des trucs un peu trop voyants localement, des conneries, sont très impopulaires, ils s'aperçoivent que ça va leur revenir en boomerang, ça va être extrêmement dangereux pour eux, et donc ils préfèrent commencer à prendre leur distance. L'AGP était quand même... c'était devenu on va dire un anachronisme. C'est une des dernières gardes présidentielles mises en place par la France, ou quasiment. Elle était assez souvent l'objet de critiques médiatiques, le plus souvent non fondées d'ailleurs. Denard essaie de reprendre en main la garde présidentielle, mais là, il court après, il est toujours en train de courir après un coup de retard là. C'est-à-dire que les changements viennent de partout, la France, l'Afrique du Sud, donc il y a beaucoup trop de modifications pour qu'il puisse gérer. Localement, il pensait être les rois de l'archipel, ils commencent à être haïs par tout le monde. Donc bon, ça fait beaucoup pour qu'ils puissent gérer leur maintien au pouvoir. Les jours de Denard à la tête de l'AGP sont comptés. Ses principaux bailleurs de fonds lui tournent le dos. Les salaires des soldats et des mercenaires ne sont plus versés. Paris décide de le lâcher une bonne fois pour toutes. On décide à l'époque d'assainir un certain nombre de situations, et parmi ces situations, il y a celle des Comores, de ne plus être lié à des choses, à des france-africaneries un peu sordides, un peu minables. Aux abois, Denard tente un dernier coup. Le 6 juillet 1989, date anniversaire de l'indépendance, il fait défiler la garde présidentielle en armes dans les rues de Moroni. Denard fait étalage de sa force et montre que rien ne peut se faire sans son accord. Ce qui gênait plus la France, c'était pas tellement la présence de, entre guillemets, mercenaires, c'était plus l'existence d'une force militaire, la force militaire que représentait la garde présidentielle, qui aurait pu être mise dans des mains exclusivement comoriennes. Et je crois que le vrai problème était là. Le 26 novembre 1989 au soir, tout s'accélère. Le président Abdallah est assassiné dans son bureau, en présence de Denard et de 2 de ses hommes. Abdallah est pressuré aussi pour se débarrasser des mercenaires. Et donc les autres voient bien que le temps est compté. Et c'est là où il y a l'assassinat d'Abdallah dans son cabinet. Alors là, bon, il y a plusieurs thèses possibles. On n'a rien de prouvé. Ce que l'on sait, c'est que dans une pièce se trouve le président Abdallah, Bob Denard, 2 de ses hommes, et qu'il y a une discussion qui est animée. Cette discussion animée provoque l'entrée d'un garde du corps du président Abdallah, qui croit le président menacé, arme, tire, rate Denard pour une raison inconnue, et sa balle tue le président Abdallah. C'est l'exposé des événements que donne Bob Denard à l'époque. 23 ans plus tard, le fils du président assassiné, Salim Abdallah, revient sur ce drame, avec distance et ironie. Vous savez, je n'étais pas dans la pièce. Mais la réponse, vous l'avez. Il y avait 2 Comoriens dans la pièce. Et 3 Français. Les Français en sortent vivants et les 2 Comoriens morts. Et on veut faire comprendre, c'est faisable, hein, c'est possible, que les 2 Comoriens se sont entretués. On veut faire comprendre et admettre, ils se sont entretués, et ceux qui avaient la garde d'un des Comoriens
n'a même pas été blessé. Aucun. Donc la réponse, je ne l'ai pas, je n'étais pas dans la pièce, mais ça me paraît bizarre. Et en tant que fils, tout ce qu'on me donne conversion, j'accepte. Ce qui est clair, c'est que ceux qui ont vu Bob Denard sortir du bureau du président Abdallah témoignent tous de la même chose. Il était absolument hors de lui et il savait qu'il venait de perdre, je dirais, la clé de son maintien aux Comores. Coupable ou pas? Mystère. Mais une chose est sûre, à Moroni, les dés sont jetés. Le départ de Bob Denard est désormais inéluctable. D'autant que la population comorienne manifeste désormais ouvertement son hostilité. La France et la République sud-africaine s'accordent sur un point. Il est temps de mettre un terme au règne de Denard sur les Comores. Michel Rocard, alors Premier ministre, prend personnellement les choses en main. Nous saisissons nos services spéciaux. Je saisis les services spéciaux pour voir ce qu'on peut faire avec cette bande d'énervés mercenaires qui voulaient contrôler un petit État pour avoir une base probablement mafieuse ou d'exportation de mercenaires ailleurs, enfin je n'en sais rien. Je n'ai plus entendu parler de rien, ce qui veut dire que les services spéciaux ont superbement travaillé. On est d'accord avec les RSA pour dire que le temps de M. Denard là-bas est terminé. Et donc, voilà, on négocie avec M. Denard son départ honorable. « 200 militaires français débarquent à Moroni. Denard négocie son départ et accepte son exfiltration en Afrique du Sud. L'important, c'est qu'il n'y a pas eu d'effusion de sang. Pour les Comores, j'espère que tout ira bien. Je le souhaite. Vous avez vu ce que les Français ont fait? J'espère qu'ils continueront jusqu'au bout maintenant pour que les Comores vivent dans la paix et la prospérité parce que le peuple comorien le mérite. Le 15 décembre 1989, sous la pression des militaires français, Bob Denard quitte les Comores pour Pretoria. Bob Denard fut exfiltré sans que personne n'y voie rien dans le monde entier. C'est un très très gros succès. Et nous avons ramené les Comores, grâce à cette opération de la DGSE, admirable, à une situation de paix civile locale. La parenthèse Denard se referme. Elle aura duré 12 ans. À Moroni, le calme est revenu. En exil forcé à Pretoria, Bob Denard entame une douloureuse traversée du désert. Son rêve est passé. Il rumine sa mauvaise fortune comorienne à ses rares visiteurs. Aux Comores, en 1990, de nouvelles élections ont porté au pouvoir un nouveau président, Mohamed Johar, qui est loin de faire l'unanimité. Une tentative de coup d'État avorte 2 ans plus tard. Parmi les putschistes figurent 2 des plus jeunes fils d'Ahmed Abdallah. Ils sont arrêtés et emprisonnés. Ironie du sort, pour faire libérer ses 2 jeunes frères, le fils aîné de l'ancien président Abdallah reprend contact avec Denard, pourtant mis en cause dans l'assassinat de son père. J'ai sollicité Bob Denard parce qu'on m'a dit que c'était la seule solution. Je n'ai pas sollicité Bob Denard comme ça, parce que il y avait ce problème de conscience, la mémoire de notre père déjà décédé, et ceux qui étaient en prison, en souffrance, où il était possible de les sauver, il y avait un choix à faire. Bob Denard estime avoir une dette morale vis-à-vis de Madame Abdallah, vis-à-vis des enfants Abdallah, et a promis à Madame Abdallah de libérer ses fils. Et Bob Denard, c'est un homme qui tient parole. C'est un affectif. Juin 1994, Genève. Jean-Claude Sanchez, un ancien parachutiste reconverti dans le renseignement, est contacté par Denard. Tout d'abord, il m'a demandé si je connaissais une banque, un établissement financier où on pourrait ouvrir un compte qui permettrait justement d'alimenter les différents achats qui devraient avoir lieu pour monter cette opération, notamment l'achat du bateau.
Pour cette nouvelle opération aux Comores, Bob Denard affirme disposer d'un budget conséquent, estimé à 2 millions d'euros. L'origine des fonds, il y a 2 origines en tout cas connues, celle des frères Abdallah, celle du prince Kamel, et la troisième, bien, ce sont des fonds secrets des services. Financé par le clan Abdallah, par les services français et par un homme politique comorien, les préparatifs pour cette nouvelle mission sont lancés début 1995. Il achète le bateau à Bergen. Le bateau subit un certain nombre de transformations à Rotterdam. Tout ça au nom d'une mission de recherche archéologique aux Philippines. Alors, ça permet de donner un petit parfum de chasse au trésor. C'est très bien ça, parce que ça permet de garder une certaine discrétion, tout en faisant en sorte que c'est normal d'avoir des gens qui ont plus un profil d'agent de sécurité que de marin à bord. Pendant ce temps, Jean-Claude Sanchez s'envole pour les Comores. Avec 3 complices, ils sont chargés de préparer le débarquement. Notre rôle avait plusieurs aspects. D'une part, déjà, sentir un petit peu l'atmosphère là-bas, s'imprégner un peu de l'atmosphère sur place. D'autre part, repérer des endroits effectivement de possibilités de débarquement. Et puis le troisième point, avoir des véhicules pour l'acheminement des gens qui ont débarqué au point où ils devaient opérer. C'était pendant les 15 jours que nous avons passés en repérage, où nous jouions les touristes. On voit d'ailleurs, je suis en Bermuda, en couleur, en maillot de corps. Alors au final, notre choix s'est porté non sur une plage, mais sur un endroit où il y a une coulée de lave qui se jette dans la mer, mais qui était un endroit très, très discret. Le Vulcain quitte Tenerife le 26 août 1995. La traversée va durer 1 mois. Arrivé avant le Cap, par le travers de Windhoek, qui est la capitale namibienne, le bateau, qui n'est pas très très loin des côtes, est survolé par un avion de patrouille maritime sud-africain. Très basse altitude, battement d'ailes. Ah, vous êtes là, c'est normal, bonjour, au revoir. Donc, si vous voulez, là, ça nous donne quand même la certitude que cette opération, elle est connue du monde entier, enfin au moins des gens qui doivent la connaître, et qu'il n'y a pas de problème. Le 27 septembre 1995, à 1h30, Denard, à la tête d'un commando de 30 hommes, débarque dans la crique du Trou Charmant, balisé par Jean-Claude Sanchez et son équipe. Le plan se déroule comme prévu. Le groupe, chargé des repérages, embarque les hommes dans les 4x4 loués sur place. Bob Denard est de retour aux Comores. Et alors là, c'est incroyable. L'explosion de joie, les gens qui disent « Ah, c'est vous, c'est fantastique ». Il n'y a pas un coup de feu. Il n'y a pas un coup de feu. Tout le monde, voilà, les gens sont contents, rayonnant de bonheur. Le patron est revenu. Comme en 1978, l'opération est un succès. Denard est accueilli sous les acclamations. Il a repris les Comores, capturé le président Johar et libéré les fils du président Abdallah. Grand reporter à VSD, Christophe Gauthier est le premier journaliste à se rendre à Moroni, quelques jours après le coup d'État. Sur place, il découvre une capitale étrangement calme. Les rues sont vides, les Comoriens sont dans l'attente. L'activité est très ralentie. Et elle est d'autant plus ralentie que dès le dimanche soir, donc soit 4 jours après le coup d'État, la rumeur d'une intervention française parvient à Moroni. Et en effet, la France s'apprête à intervenir. Ordre a été donné de ne pas laisser passer ce nouveau coup d'État. Le coup d'État de trop fomenté par Denard et ses hommes. Un corps expéditionnaire composé de troupes d'élite est envoyé sur place. 800 hommes débarquent à Moroni. Et patatras, alors que Alain Juppé, Premier ministre, avait déclaré « il n'y aura pas d'intervention française », bruit d'avions nocturnes, largage de quelques chuteurs opérationnels chargés de baliser le terrain, débarquement de l'armée française. Visiblement, le gouvernement n'était pas prêt à discuter. C'est pour ça qu'on déploie une armada gigantesque, on envoie franchement des troupes d'élite,
Hein. Et quand les premiers soldats français mettent le pied sur le sol comorien, ils ouvrent le feu pour dire que voilà, c'est du sérieux, qu'il n'est pas question de discuter. Et si les mercenaires ne se rendent pas, l'armée française tirera. En coulisses, les négociations débutent. Denard mesure la détermination française. Il n'y a jamais de dernier baroud. Tant qu'il y a la vie, il y a la vie qui tourne. Et le baroud, il est bien vrai que ça fait depuis 1945 qu'il est peut-être temps de raccrocher, mais qui peut dire hein. Denard comprend qu'il est pris au piège et que sa vie et celle de ses hommes sont directement menacées. Reclus dans la caserne de Kandani, il décide d'ouvrir les portes à la presse et de mettre en scène sa sortie. Les journalistes arrivent à rentrer dans le camp, la conférence de presse a lieu et Denard leur dit, écoutez, voilà, visiblement les ordres de l'armée française sont attaqués, il va y avoir un bain de sang. Si vous êtes là, vous pourrez en témoigner et peut-être que vous allez nous aider à éviter le bain de sang si vous restez là. Une chose est certaine, c'est que la presse a servi de rempart et que, du coup, la reddition s'est faite avec le sens militaire, comme Bob Denard l'attendait. C'est-à-dire qu'on traite bien ses officiers, qu'ils ne soient pas menottés tout de suite. Voilà, il a donné sa parole d'officier, il a donné sa parole d'homme que ça se passerait bien. Et au final, je crois que la reddition s'est plutôt bien passée. Devant les caméras du monde entier, le vieux baroudeur de 66 ans tire sa révérence et se rend aux hommes du GIGN. Vaincu par la raison d'État. Le colonel mourra 10 ans plus tard, sans revoir les Comores. Ça ne s'est pas passé comme il l'aurait souhaité. Il a certainement vécu ça comme un drame. Pour lui, c'était un drame, puisqu'il a été emprisonné derrière. Et c'est dommage. C'est dommage, je crois que les autorités françaises ont manqué d'élégance vis-à-vis de Bob Denard, qui les a tant servis pendant des années. Quinze ans plus tard, il ne reste rien de l'héritage de Bob Denard. L'immense complexe hôtelier de Mitsamiouli a disparu, comme rayé de la carte. Dans les jardins de ce qui était le Galawa, les chèvres et les zébus ont remplacé les riches touristes sud-africains. Nixon, l'ancien guide touristique, a connu les années fastes de l'hôtel, comme quelques